Dans le podcast de cette semaine, on va parler du prix Lizzie Maggie en compagnie de 2 membres du jury. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle interview. Et cette fois-ci, j'ai 2 invités, puisque je suis en compagnie de Célène Tonon. Salut Célène. Salut. Et de Xavier Béret. Salut. Salut. Et pourquoi je vous ai invités ensemble ? Parce qu'on va parler du prix Lizzie Maggie, dont vous êtes tous les 2 jurés, dont le palmarès 2025 vient d'être remis il y a à peu près 2 semaines par rapport à la date de diffusion de cet épisode. Avant de commencer, juste, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Oui, très rapidement. Alors, moi, j'ai conçu et traduit des jeux, particulièrement des jeux de rôle, un petit peu de jeux vidéo aussi. Je suis une ancienne militante associative en responsabilité dans le centre LGBT de Rennes. J'avais créé la Queervention Rôliste, notamment, pour permettre à toutes et tous de se rassembler autour du jeu de rôle sans discrimination. Et là, actuellement, je suis élu municipal au musée à la lecture publique, mais aussi aux cultures ludiques à Rennes, ce qui est une délégation qui est assez unique en France. Et à côté de ça, j'enseigne la programmation à des futures conceptrices et concepteurs de jeux vidéo. Ok, et toi Xavier ? Eh bien moi je suis gérant de l'heure du jeu, un bar à jeux à Rennes depuis 12 ans aujourd'hui. Et je suis l'un des membres fondateurs du réseau des cafés ludiques notamment, ancien président du réseau. Et vous avez toujours été joueur et joueuse, c'est des choses que vous avez découvertes plus sur le tard ? Oui, alors moi, avec une variété de pratiques de jeux, livres dont vous êtes le héros, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux vidéo, etc. Du plus loin que je me souvienne, effectivement, j'ai toujours été joueuse. Quant à moi, c'est une pratique familiale. Mes parents ont longtemps été joueurs également, enfin ont toujours été joueurs, et, notamment de jeux de cartes traditionnels. J'ai appris le tarot, peut-être j'avais 6 ans. Et ça m'a jamais quitté, le jeu de pli, le jeu de cartes, mais aussi plus tard, le jeu de société contemporain. Et est-ce que le fait de travailler, toi tu parlais des traductions, toi t'animes en fait aussi beaucoup, en fait, donc t'es vraiment confronté au public, ça a changé aussi votre pratique à vous ou... Dans ma première vie professionnelle, avant l'heure du jeu, j'étais déjà celui qui, sur les temps de pause et sur les temps conviviaux entre collègues, amenait des jeux. En fait, j'ai toujours fait ça. Okay. À la cafétéria de mon ancien travail, mais effectivement, c'est dans mon ADN de transmettre. J'ai failli être prof aussi, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime. Et toi, Célène ? J'ai une tendance à décortiquer, même quand je joue. Alors, j'ai cette chance que ça ne me fasse pas perdre forcément le plaisir de jeu. Après, peut-être que si, peut-être qu'en fait, ça me rend sélectif d'une certaine façon sur ce qui va me nourrir ou pas. Mais j'ai cette tendance à décortiquer, analyser, comparer. Et je pense qu'on pourra en reparler parce que ça nourrit aussi des réflexions qui peuvent venir dans des prix comme le prix Lizzie Maggie. Donc je le disais en introduction, vous êtes tous les 2 jurés du prix Lizzie Maggie. Toi, Célène, tu n'étais pas jurée dès le début. Ça fait que 2 ans maintenant. D'accord. Toi, Xavier, tu es un des jurés fondateurs, si on peut dire, utiliser cette formule. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur comment est né le prix ? Quelle a été l'impulsion en fait pour le prix et comment finalement le premier jury a été composé ? Au printemps 2021, les bénévoles qui tiennent le festival Rennes en jeu émettent l'idée de faire un prix un peu différent, un peu à part, qui récompense une forme de engagement culturel. Comment le jeu de société œuvre de l'esprit, œuvre culturelle. C'est à l'initiative des membres et des bénévoles du festival de contacter, de solliciter, à l'époque on était une dizaine, de personnalités du monde ludique local, de tout métier, auteurs de jeux, ludicaires, ludothécaires, bar à jeux, associatifs, mais sur le bassin rennais, et de les mettre ensemble, de les réunir dans une même salle et de leur poser la question, c'est quoi un jeu culturel ? Mais donc c'est une initiative qui vient plutôt de la base, plutôt que de personnes qui se sont dit tiens on va créer un prix. Exactement. Ouais, ce qui est pas si commun en fait, je pense. Peut-être. Parce que j'ai l'impression quand même souvent les prix sont conçus par des gens qui se disent tiens on a envie de créer un prix et on se met ensemble et on le fait et après on déploie. Là c'est plutôt l'inverse finalement. Avec une forme d'humilité particulière de ces bénévoles en se disant on a envie de ce prix-là mais on n'est pas compétent et ou suffisamment modeste dans notre culture ludique pour se dire on va aller chercher des personnalités du monde ludique qui s'y connaissent peut-être davantage que nous, qui ont une vision plus large et plus complète du monde du jeu de société pour travailler dans ce sens et travailler en commun. D'accord. Et donc à ce moment-là, l'idée c'est l'objet culturel. Tout à fait. C'est pas encore exactement, on va le voir après, l'intitulé, ce que le prix, comment il se définit et ses objectifs, les objectifs qu'il poursuit. Parce qu'on n'avait pas de feuille de route très claire. Okay. En fait, on nous a réunis
et on nous a dit réfléchissez à ce que vous avez envie de primer. Nous, ce qui compte, le nous étant les bénévoles du festival Rennes en Jeu, nous, ce qui nous importe, c'est en quoi le jeu de société impacte la société, en quoi il est une œuvre de l'esprit, en quoi il est une œuvre culturelle. Et pas seulement une œuvre de divertissement, en fait. Exactement. Qui peut être les deux, d'ailleurs. Et ça, si je peux me permettre, j'étais pas là à ce moment-là, du coup, mais étant arrivé après, je l'ai ressenti. Ça se voit dans le fonctionnement du jury et dans la façon dont il communique avec le reste du festival et avec l'extérieur. C'est qu'il y a une grande autonomie, en fait, dans son fonctionnement et y compris dans son objet. Et toi, à ce moment-là, tu n'es donc pas juré, c'est ce que tu dis, mais tu es déjà, tu es déjà à la municipalité de Rennes. Je suis déjà élu municipal en 2021 et je suis ça avec intérêt. Ouais, donc c'est déjà quelque chose dont tu as connaissance dès l'origine, dès la création. D'un point de vue en fait de la vision de la politique culturelle de la ville, est-ce que c'est quelque chose qui est surprenant ? En fait, l'initiative est-elle surprenante ? L'initiative est-elle, tu vois, j'ai même hésité à effectivement rebondir sur ce que disait Xavier tout à l'heure, parce que ces initiatives et qui viennent de la base et qui en fait, c'est un fonctionnement que j'ai envie d'appeler à la rennaise, et pas que par pur chauvinisme. En fait, c'est parce que à Rennes, on a une façon de voir les choses qui est généralement, en fait, on essaye assez décentralisée, en essayant de donner le plus d'autonomie et de pouvoir d'agir aux gens qui font. Et ça fait partie de ce qu'on essaye de faire à notre échelle à la municipalité, mais ce qui se voit vraiment beaucoup dans le monde associatif. On a une vie associative et culturelle à Rennes qui est très, très, très riche. Est-ce que ça participe à ce qu'on appelle l'éducation populaire ? Oui, clairement. Tu peux définir un petit peu pour les auditeurs auditrices qui ne connaîtraient pas exactement la signification, tout ce que ça peut recouper Ça peut être très, très vaste et un peu polymorphe, mais il s'agit d'aller directement voir les gens, de ne pas établir de hiérarchie dans la façon de s'adresser aux gens et d'aller directement faire, alors on peut appeler ça de la vulgarisation, mais de la démocratisation des savoirs au plus proche des personnes. Ça va avec, pour moi, les droits culturels, c'est-à-dire le fait de pouvoir, ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait. D'avoir un accès, que tout le monde a le droit d'avoir un accès à la culture. Non seulement un accès, mais aussi de choisir son mode d'expression. Et ça, c'est super important et on l'oublie souvent, parce que si on parle de libre accès à la culture, souvent, le biais qu'on peut avoir, c'est se dire on va avoir une culture bourgeoise, légitime, de centralité, et on va aller l'apporter. Où on descend des modèles un peu à ces pauvres qui n'y ont pas accès. C'est pas du tout la démarche et notre sens. Et quand je dis notre, c'est Ville de Rennes en tant qu'institution, mais aussi sa population, vraiment. C'est vraiment le fait de se dire, en fait, les cultures sont légitimes, les gens viennent d'horizons différents, ont des pratiques différentes. Et en cela, même justement, et particulièrement le jeu, et c'est le sens de cette délégation de culture ludique, le jeu est un mode d'expression. Et donc, ces auteurs et autrices vont s'exprimer. Et en plus, il y a quelque part presque une couche supplémentaire par rapport à d'autres formes artistiques ou culturelles. C'est que là, il y a aussi une communication autour d'une table de jeu. Ça crée aussi quelque chose en plus en tant qu'objet culturel. Parce que le jeu de société, en tant qu'œuvre, n'existe qu'à partir du moment où il est joué. Et donc, c'est-à-dire que les joueurs et joueuses sont partie prenante de l'œuvre, en fait. D'où parfois l'échec ou le côté à côté de la plaque de certaines initiatives qui veulent muséifier de la mauvaise façon le jeu. S'il est statique, s'il est froid, s'il est juste affiché, c'est plus un jeu. Toi, Xavier, donc quand vous vous rencontrez la première fois pour parler de tout ça, vous êtes combien déjà ? À ce moment-là, tout le monde est partant ou il y en a qui se sentent moins de s'investir dans un projet parce que c'est un projet qui prend du temps De mémoire, il y a une douzaine de personnalités qui sont contactées par les bénévoles et au final, on se retrouve à 10. 10 puis rapidement 9, mais on est sur cette horde de choses-là, avec une volonté de constituer un jury paritaire et diversifié dans ses métiers. Ouais, c'est ça. Donc il y a des acteurs et actrices de différentes branches du monde ludique. Tout à fait. Donc des profils différents. Des profils différents, avec une ancienneté dans le monde du jeu différente, avec une implantation dans le milieu, le microcosme de l'édition, par exemple, différente. Et à ce moment-là, vous devez définir votre feuille de route ? Totalement. On a une page blanche et on fait ce qu'on veut. Ça a été dur ou pas de se mettre d'accord ou... Il nous a fallu du temps de concertation sur déjà définir, ce que Célène vient de faire brillamment, qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit, qu'est-ce que le jeu apporte à la culture,
il a fallu se mettre d'accord sur ces définitions-là, qu'on n'avait pas forcément toutes et tous de la même vision, la même façon. Et pas forcément conscientisé aussi. Parce Exactement. que parfois, c'est des choses qu'on pressent sans les avoir identifiées, formalisées. Et la formalisation, c'est un effort supplémentaire, en fait. Tout à fait. Et il a fallu dépasser ça, et il a fallu dépasser parfois certaines conceptions, héritées, ou de formation, ou de prérequis, ou de préjugés. Il a fallu effectivement qu'on fasse ce travail collectif. De fait, maintenant, le cahier des charges, si on peut dire, du prix, il est assez clair. Tu peux nous le présenter rapidement, puis après on va discuter effectivement de ce que ça recoupe en fait comme réalité, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors je vais me permettre de lire, mais le prix Lizzie-Magie récompense l'engagement social, politique ou environnemental mis en œuvre lors de la création, la fabrication ou la diffusion de jeux de société. Il récompense également des démarches de création ludique montrant la volonté de dépasser la simple recherche du divertissement ou de l'innovation mécanique. En somme, le prix Lizzie-Magie souhaite mettre en avant ce que les jeux de société apportent à la société en tant qu'objet culturel. Très bien. Première question, le nom du prix Lizzie-Magie, donc qui est l'autrice originelle du Monopoly, qui, on le sait, est un jeu qui a été conçu pas du tout pour faire l'éloge du capitalisme, mais plutôt pour remettre en question et questionner et démontrer que la propriété foncière est profondément injuste et finit par la ruine de tous, sauf d'une personne qui s'en sortira, en gros, et qui en plus a été complètement plagié, puis spoilé de ses droits, etc. Donc une histoire assez incroyable. Vous êtes mis d'accord tout de suite sur le nom du prix, ou comment c'est venu ? C'est venu très très vite. Là, je salue Henri Carmarek qui a apporté cette idée brillante et qu'on a immédiatement adoptée et fait nôtre. Et, tu l'as dit parfaitement, donc je ne peux que te répéter, mais une première autrice qui, au tout début du XXe siècle, utilise le jeu de société comme un objet pour transmettre un message, des valeurs engagées, politiques, à contre-courant totalement de la société dans laquelle elle vit. Une femme qui, en dehors de sa pratique du jeu, est militante féministe pour le droit de vote des femmes, par exemple, va marquer l'histoire dans son engagement. Elle met son mariage aux enchères en petites annonces. Elle permet aussi le développement, elle est dactylographe, elle va permettre des nouvelles machines pour simplifier et améliorer la qualité de travail d'elle et de ses collègues. On est vraiment sur une figure majeure et évidemment totalement oubliée de l'histoire, parce que femme, spoliée de ses droits, oubliée à 3 reprises, c'est quand même quelque chose de marquant, et on a voulu effectivement utiliser son nom pour, d'une part, rétablir une forme de justice, et aussi peut-être par manque de modestie, mais certains grands prix portent des noms de personnalités, Albert Londres par exemple. Et ce qui permet aussi d'identifier en fait la coloration du prix. Exactement. Finalement, si on sait qui est Lizzie-Magie, on comprend l'ADN du prix, même si on n'a pas toute la terminologie, on comprend l'ADN du prix en réalité. Et si on ne sait pas qui elle est, on s'y intéresse. Oui, exactement. On va revenir sur la définition, on ne va pas reprendre tout ce que tu nous as expliqué. De toute façon, je mettrai le lien sur le site du prix dans le billet, donc vous pourrez aller aussi consulter l'ensemble de ce que Xavier a développé et toutes les autres ressources. Quand on parle l'engagement, c'est un terme qui est pas forcément évident, qui recoupe pas exactement la même chose pour tout le monde. C'est pas militantisme, par exemple. Vous avez choisi le terme d'engagement. Alors, le militantisme est une forme d'engagement. Tout à fait, mais c'est plus restrictif peut-être que l'engagement. Exactement. On a utilisé le mot d'engagement parce qu'on souhaitait inclure d'autres formes d'engagement, la sensibilisation, la vulgarisation, qui sont aussi des formes différentes, parfois non militantes. Quand bien même la neutralité existe, je ne suis pas sûr. Mais on a cherché à utiliser ce mot qui nous permettait de recouvrir une plus large dimension que le militantisme. Ok. Prendre exemple sur des lauréats de l'année dernière. On avait Kaori et Atiwa. Ce sont des jeux qui prennent sur eux de ne pas dire au joueur ou à la joueuse ce qu'il ou elle doit penser. Et ça, c'est une liberté aussi de ton et d'expression de la part de l'auteur, en l'occurrence 2 hommes, qui est importante pour nous. On n'est pas en train de dire que ce sont des jeux moralisateurs. Non, on dit pas que. En fait, on n'est pas en train de dire qu'il y a de bonnes ou de façons de s'engager. Okay. Pour nous, c'est important, c'est de couvrir un large spectre et de pouvoir aussi bien voir des jeux qui ont l'air de rien, qu'on appelle des chevaux de Troie,
qui sont des jeux qui ont l'air assez consensuels, qui n'ont pas l'air de parler de politique ou de société ou d'environnement, mais en fait qui le font d'une manière ou d'une autre, ou qui incitent les gens à le faire. Parfois, ça émerge autour de la table de façon assez organique. Et en fait, c'est les mécaniques de jeu qui y poussent quand même. Et parfois, c'est beaucoup plus appuyé, c'est beaucoup plus évident. Et c'est pas forcément rédhibitoire non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est justement trouver les jeux qui ont adopté une formule pertinente, cohérente et qui vont jusqu'au bout de leurs intentions. L'engagement, c'est ce qu'on a dit, sociétal, environnemental, que tu développais. Enfin, les termes environnemental, je pense qu'on comprend aussi. Et je pense que c'est peut-être par un biais, on pense beaucoup à production propre, écologique, moins de transport, pas de production en Chine, des conditions de travail décentes. Mais en fait, c'est pas que cet aspect-là de faire un jeu engagé. C'est, comme tu l'as dit, c'est sur les thèmes aussi. Pour en avoir parlé, c'est aussi le fait des jeux qui favorisent l'expression des émotions, qui dit comme ça ne paraît pas forcément particulièrement engagé. Or, on sait que c'est un enjeu aussi de permettre l'expression des émotions et le développement d'une... Oui, tout à fait. Les émotions, la sensibilité. Alors, quand on parle d'émotions, c'est un mot un peu galvaudé peut-être, ou un peu qui peut renvoyer à une forme de faiblesse. Mais en fait, non. Et aujourd'hui, les jeux de société, dans leurs ensembles, informent peu ou permettent peu de véhiculer. On peut parler de peur, d'effroi. À quel moment on ressent ça en jeu, à quel moment on peut ressentir aussi peut-être de la culpabilité, peut-être aussi de l'envie, de la honte, du désir. Et tout ça, ça participe aussi de ce que peut véhiculer des jeux de société. Il y a une troisième dimension qui est le mot politique, qui est bien important également. Politique pas au sens droite-gauche. Au sens de ce qui concerne la cité. Exactement. Et du vivre ensemble et de la communauté humaine qui se réunit autour d'une table, en l'occurrence, ou pas, du jeu solo. On a primé par exemple Carte Aventura qui peut se jouer très bien tout seul et qui néanmoins a une forme d'engagement politique indéniable. Et c'est un peu, en vous écoutant et pour en avoir déjà discuté, c'est un peu le contre-pied sans dire qu'on impose cette vision aux autres joueurs et joueuses qui ne la partagent pas, c'est un peu le contre-pied du mon jeu est du pur divertissement, je ne veux pas de me questionner dans le jeu, et il y a le cercle magique, et en fait, comme s'il n'y avait pas de porosité. En fait, quelque part, on a envie de passer le message inverse. On a envie de dire que le jeu peut justement... Alors, il peut être conçu comme un pur divertissement. Alors, un certain nombre d'entre nous pensent que le pur divertissement sans impact et sans enjeu n'existe pas en réalité, qu'on a toujours un biais induit. Pour revenir aux jeux vidéo, si on joue à Tetris, il y a un certain propos sur la productivité et on empile des boîtes et on veut le faire plus vite possible. Donc, il y a aussi quelque chose de véhiculé par le jeu et d'induit. Alors là, c'est modeste, mais et on peut faire l'exercice sur tous les jeux. Donc, déjà, on peut dire que le jeu dénué de tout sens n'existe pas. Il y aura forcément un quelque part. Mais on peut dire aussi que ça ne doit pas induire de frilosité, que ce soit à n'importe quel étage, en fait, que ce soit au moment de la conception, de l'édition, de la distribution, de l'animation ensuite, de la diffusion. On pense, nous, que cet engagement doit pouvoir être valorisé et doit pouvoir être une qualité. Je vais compléter en reprenant Lizzie Maggie et l'exemple du Monopoly. Je ne pense pas qu'on devienne capitaliste en jouant au Monopoly. Je pense que cependant, jouer des millions de fois au Monopoly avec des millions d'humains peut-être renforce les valeurs du capitalisme. Ben en fait, pour avoir eu la discussion, je crois que c'était avec Pierre Buty, où on disait c'est simplement quand tu réutilises le modèle dominant, comme c'est le modèle dominant, il est moins questionné, et en fait on ne le voit pas parce qu'en fait c'est le modèle dominant, et l'exploitation de ressources dans les jeux de société qui est très fréquente, elle est bien politique, elle dit bien quelque chose de nous, mais comme c'est le modèle dominant de la société dans laquelle on vit, qui est une société capitaliste, en fait, on se questionne moins et on le perçoit moins comme challengeant, quoi. De la même façon, jouer à Donjons et Dragons avec une formule classique et entrer dans les donjons pour aller exterminer les gobelins qui y vivent et piller leurs ressources, ça ne fait pas de vous un affreux colonial d'emblée. Par contre, ça induit une forme de légitimation de la violence. Voilà, finalement, par couches successives, on peut peut-être banaliser un certain nombre de représentations. Et aussi sur le prix, il y a quelque chose qui est très important, je pense, de rappeler, c'est qu'il y a cette démarche, mais il faut que ce soit aussi un jeu avec des qualités ludiques.
Tout à fait. Même si on ne cherche pas à primer l'innovation mécanique, le meilleur jeu de l'année, c'est pas notre ambition. Cependant, les qualités ludiques du jeu doivent être tout de même présentes. Ce qu'on peut parfois regretter dans le monde militant, dans le monde du jeu de société engagé, où parfois les formes d'expression, les formes de game design sont peut-être un peu faibles et ne nous satisfont pas totalement. Ou reprennent des mécaniques déjà très éculées et pas forcément innovantes, enfin type quiz ou enfin je ne sais pas, mais c'est un peu ce qu'on a en tête, quoi. Même si parfois on peut citer quelques exemples plus anciens, avec une mécanique très simple, ça permet une très grande accessibilité et aussi d'enlever la complexité de l'accessibilité de la règle. Donc c'est pas si simple, mais il faut quand même une adéquation entre les qualités ludiques et le message, les engagements qui sont véhiculés. On peut prendre même, je pense, un exemple qui date de plusieurs années. Je sais plus comment s'appelait ce jeu, qui reprenait une mécanique complètement calquée, hein, et c'était avec des vulves, je crois. Les foufounes. Ouais. C'était un memory, en fait. C'était un memory. C'est un jeu archi connu, une mécanique de jeu archi connue. Mais néanmoins, étant donné qu'elle force à aller regarder dans le détail, justement, et comparer, c'est tellement pertinent par rapport à l'enjeu et à cette reconnaissance de la diversité, du sexe féminin, etc., que, en fait, c'est un objet qui aurait pu tomber exactement dans nos critères. Donc, l'absence même d'originalité mécanique, en fait, n'aurait pas été rédhibitoire. Néanmoins, ce qui est vraiment recherché, c'est cette pertinence, c'est cette adéquation. Cette adéquation vraiment très étroite entre le propos du jeu et sa mécanique. Donc là, tu disais c'était 2021 ? La conception, avec des premiers prix qui sont remis en 2022, en février 2022, enfin qui sont remis, pas tout à fait. L'édition du Festival Rennes en Jeu 2022 a été annulée pour cause de Covid. Donc une extrême frustration du jury et de tous les bénévoles qui ont travaillé des mois durant pour finalement devoir annuler l'édition. Et les 3 premiers lauréats, on l'a déjà évoqué, mais il y avait la gamme Carte Aventura, conçue par Thomas Dupont, un auteur de jeu également, Friedman Freeze, par les formes d'engagement qu'il a démontrées dans sa ludographie, notamment à l'époque par Fire Abent. Oui, le jeu où on incarne des ouvriers au sens profond, c'est vraiment ce qu'on fait dans le jeu, et avec des questionnements sur le travail, en fait, le repos. Tout à fait. Mais aussi des jeux plus anciens qu'on avait cités, dans lesquels il aborde déjà, au tournant des années 2000, le mariage homosexuel, le mariage des prêtres, les addictions, par exemple. Donc on a une forme d'engagement qui est régulière et répétée dans sa ludographie, qu'on a voulu saluer par son prix. Et puis le 3e prix était pour un éditeur, les jeux au plat, qui dans les temps récents avait sorti plusieurs jeux qui nous paraissaient très intéressants à saluer. Cosmopolite d'une part, les Cartzel d'autre part, et puis enfin une gamme BD avec les Marches du Crabe par exemple. Donc on voit bien aussi que c'est ce que tu disais dans la définition, mais pour le rappeler aussi, insister, c'est que vous ne primez pas spécifiquement des jeux, vous pouvez primer, c'est assez libre, on l'a dit, ça peut même être juste une démarche, un collectif, un auteur, une autrice, un éditeur, une éditrice, ça pourrait même être un illustrateur, une illustratrice, enfin c'est... On a primé l'an dernier l'ALF, le réseau L'année d'avant. Pardon, effectivement, il y a 2 ans, on a primé l'ALF, l'association des ludothèques de France, française, où on a salué le projet politique et de formation et d'engagement de la structure. Ce ne sont pas que des jeux qui sont primés. Ça peut être effectivement toute forme d'engagement et toute forme... ça n'est pas forcément non plus du jeu de société. On a pu primer des choses à la limite du jeu de rôle, voire... Vous aviez primé notamment Alice is Missing ? Tout à fait. C'est ça à quoi je faisais référence. Qui a été étiqueté jeu de société en France, mais qui est classiquement... Enfin, aux États-Unis, il n'y a aucun doute, c'est un jeu de rôle. Et il est tagué d'ailleurs sur BGG, il est dans la section jeu de rôle procédural, donc à la limite des deux. Et qui n'est pas un jeu d'enquête, on le rappelle aussi. On aime bien, dans la mesure du possible, primer au moins un jeu par an, mais c'est pas une obligation stricte. S'il y avait aucun jeu à primer cette année-là, ou qui était suffisant, en tout cas, d'après nos critères, qui sont forcément subjectifs d'une certaine façon. Mais si jamais il y a une année où ça devait être juste une initiative, ce serait déjà ça, en fait. On y tient et pas. Et vous n'êtes pas bloqué non plus sur le nombre de prix à remettre, en fait. Ni le nombre, ni les catégories.
peut-être plus libre que dans d'autres prix où les catégories sont très définies et il est plus difficile de s'en extraire, ou en tout cas ça fait toujours plus de remue-ménage dès qu'on veut modifier quelque chose. Effectivement, c'est une plus grande liberté. Alors la plus grande liberté, c'est aussi une plus grande responsabilité peut-être de oser s'affranchir de certains consensus, habitudes du monde du jeu et du monde des prix de façon générale. Si je repense au Festival de Cannes du cinéma, qui est un festival avec lequel je compare beaucoup parce que je connais un petit peu son organisation, de mémoire, il y a des prix qui doivent être remis obligatoirement, mais le jury a toujours une latitude pour remettre un prix qui peut d'ailleurs dénommer Grand Prix du jury, pas prix. Enfin, c'est assez libre et ils ont quand même toujours un peu de liberté. J'ai l'impression que ça ressemble, même si forcément vous avez en tête l'idée de primer idéalement un jeu, s'il y en a un qui le mérite, bien sûr, selon vos critères. Il y a quand même cette souplesse qui permet aussi d'innover, enfin, dans la vision. Ce que je voulais dire, c'est qu'on s'y prenait généralement aussi pas par un vote. C'est-à-dire, le but, c'est pas que la majorité des gens soient d'accord avec quelque chose et qu'une minorité se taise. C'est vraiment une discussion de consensus et on arrive au bout d'un accord commun où même les personnes qui, au départ, n'étaient pas forcément pour, se laissent convaincre. On essaye vraiment d'avoir un assentiment global, en fait, envers nos lauréats. Toi, tu disais, Célène, tu as rejoint le jury il y a 2 ans. Oui. Donc, le jury était 9 personnes. Ça a évolué. Ça a évolué d'abord par des départs. La première année, on a cherché à réduire le nombre de jurés. D'abord, on estimait qu'on était peut-être un peu nombreux autour d'une table et difficilement trouver des temps communs. C'était difficile de s'organiser. Donc, on a d'abord réduit le nombre de jurés. On est passé à 6 assez vite, puis 5. Et on s'est dit que ça devenait dangereux d'être si peu parce que le nombre de départs pouvait faire qu'il n'y ait plus du tout de continuité. Et puis moins de diversité, fatalement. Et toi, donc Célène, tu as rejoint le jury, il était existant. Oui, à ce moment-là. Ouais, donc tu connaissais vraiment en fait sur quoi tu t'engageais comme. Oui. J'imagine que tu as tout de suite été séduite et aussi d'entrer dans une équipe existante. Ça a été assez spontané. En fait, on est venu me chercher en me parlant directement du prix que j'avais déjà identifié, que je connaissais déjà. Ça, évidemment, j'ai pas beaucoup hésité, si ce n'est effectivement en essayant de faire le tri par rapport à tout et à ma qualité d'élu. Et en fait, ce que j'ai assez vite compris, c'est que tant que je n'étais pas en responsabilité dans le festival et que je venais faire du bénévolat, en ma simple qualité de bénévole, il n'y avait pas de problème. Et oui, alors le jury, il est très riche des personnalités qu'il compose, qui vont être des personnalités parfois très expressives et qui vont pouvoir spontanément prendre une place, et d'autres qui peuvent être plus discrètes, mais qui vont pas être moins tranchées, qui vont pas avoir moins d'opinion, et une très belle vigilance du groupe, un très beau fonctionnement, à faire attention à la parole de chacune et de chacun, à faire attention à ce que tout le monde se soit exprimé sur le sujet, que tout le monde ait la place à dépasser les effets d'aura, les effets d'entraînement de groupe. Donc sur le mode de fonctionnement, un peu anarchiste en fait, au sens noble du terme. Voilà. C'est une aventure qui est quand même très 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 plaisante. Et c'est assez facile, je trouve. En tout cas, moi j'ai eu cette facilité de trouver sa place dans ce fonctionnement-là. Tout au long de l'année, il y a le fait de faire de la veille, de trouver des jeux, des initiatives, des autoristes, et avec un fonctionnement qui est... alors, parfois le mot horizontal est souvent utilisé, mais moi, je l'aime de moins en moins parce qu'il décrit mal la dynamique qui peut être la nôtre à ces moments-là, et les différences, en fait, dans les manières de communiquer, dans les manières de s'organiser. Et nous, justement, c'est une manière très organique et sensible, avec cette vigilance toujours aux effets de pouvoir, en fait, entre nous, qu'on tâche d'avancer ensemble. Et donc, sur les évolutions récentes, Xavier, parce que le jury s'est encore renouvelé. Le jury s'est renouvelé à plusieurs occasions. Là, sur l'édition 2025, et donc sur le travail qu'on a mené au cours de l'année 2024, on a 3 nouveaux jurés qui nous ont rejoints. Donc, on est repassé à 8, toujours avec un jury paritaire et une diversité des métiers du monde du jeu. On a Julien Protière, auteur de jeu, qui nous a rejoint, qui a remplacé de certaine façon Henri Karmarek, qui a cédé sa place dans le jury. Le renouvellement est important pour ne pas s'enkyloser. Oui, il n'y a pas de mandat à durée déterminée,
Mais il y a l'idée de soi-même, par son propre responsabilité, on considère que c'est bien de ne pas être ad vitam aeternam, ce n'est pas un poste à vie. Quand bien même on est très attaché au prix, il est important de céder sa place, il est important de faire la démarche de quitter le siège pour le laisser à quelqu'un d'autre. Et ça a été la démarche d'Henri et d'Alan aussi, dont tu vas parler, mais dans un cas comme dans l'autre, n'ont pas été poussés vers la sortie. Bien au contraire, c'était des démarches volontaires et en toute amitié, j'ai envie de dire, parce que il y a toujours des liens qui se créent pendant ce genre d'expérience. Et c'est absolument pas en claquant la porte, bien au contraire. Donc Alan Vallée, qui est l'édothécaire à Rennes, au sud de Rennes, a laissé sa place également. Et donc c'est Mathias Bory, qui est l'édothécaire à Verne. Donc Verne, on est sur la périphérie de Rennes, qui a rejoint le jury cette année. Il y a une troisième personne qui a rejoint le jury. Oui, donc là je fais mon disclaimer puisque c'est moi. Donc moi, j'ai remplacé personne techniquement. J'ai pas le profil. Et c'est justement aussi ce qui nous intéressait, c'est d'avoir un profil différent qui soit ajouté à la diversité qu'on avait. Et en plus, par effet supplémentaire bienvenu, ça rétablissait une forme de parité dans le genre de l'équipe. L'année précédente, l'année à laquelle Célène nous a rejoint, on avait déjà cherché un profil dans la critique ou dans la presse ou dans les médias pour rejoindre le jury. À ce moment-là, on n'avait pas forcément tout de suite ton profil, je suis désolé. Non, mais on est très heureux que tu nous as rejoints cette année. Et alors pour dire les autres membres du jury actuel, parce qu'on va les citer, donc il y a Cathy Sugnard, qui est donc elle ludicaire. Oui, et qui était l'année dernière, je crois, présidente du GBL. De l'interprofession justement des boutiques ludiques. Des boutiques ludiques, voilà. Oui, on a Sarah Blénaud qui était là dès le début. Sarah, avec Cathy et moi, Sarah Blénaud est venue dans le jury en tant que présidente d'association de joueurs et joueuses sur Rennes et qui a fondé il y a un peu plus d'1 an un bar culturel et ludique sur Rennes. Qui s'appelle La Reine de Cœur. On a également Pierre-Yves Ledu, qui est documentariste et animateur socioculturel, qui nous a rejoint la même année que Célène. Là aussi sur un profil métier qu'on n'avait pas au sein du jury, qui nous permet d'avoir un regard différent et complémentaire, notamment sur le monde du cinéma, du documentaire, de la transmission de messages, qui nous paraissait très intéressant d'inclure dans cette vision-là. Et vous avez aussi senti, donc là on parlait de l'évolution du jury, de comment vous êtes approprié la mission, en tout cas les missions que vous étiez fixées à l'origine. Est-ce que vous avez l'impression que le prix est plus relayé aujourd'hui, qu'il commence à être connu ? L'an dernier, on a fait un gros travail d'un dossier de presse qu'on a pu communiquer sur les médias ludiques notamment. On a eu des échos, notamment dans Plateau Magazine, déjà dans Le Point de Paul Gara l'an dernier, dans l'interview d'Henri Carmarek, sur d'autres podcasts également, ou sur YouTube et Twitch. C'est intéressant. On peut aussi saluer le fait que l'an dernier, lors du Festival international des Jeux de Cannes, Gaëtan Bojano, qui co-organise les conférences, a souhaité intégrer dans la conférence sur le jeu objet culturel un représentant du jury Lizimagui en tant que jury Lizimagui. Donc tous ces petits points, peu à peu, montrent une visibilité du prix et de son engagement. Et maintenant, on va parler du cœur, sur les démarches. Ce que vous examinez, ce qu'on examine, et on va le dire, on enregistre le lendemain de la délibération, donc ce qu'on a examiné en fait tout le week-end. Comment vous percevez les évolutions dans les jeux, dans les propos, dans les intentions ? Vous avez l'impression que c'est plus facile, ou vous avez plus de matière, ou pas spécialement ? On a plus de matière. En fait, il est indéniable de penser que les premières années, la toute première année, on ne savait pas quoi primer. Et on a fallu transgresser presque le dogme de ne primer que des jeux. C'était un premier effort qu'on a dû faire. La seconde année, on a eu effectivement énormément de difficultés à remarquer, à faire émerger des choses. Alice is Missing est sorti immédiatement, la LF très vite également, mais on n'a pas identifié de 3e prix et on a très vite abandonné cette idée. L'année dernière, quand Célène nous a rejoints, il y avait déjà une 15aine d'objets étudiés et cette année, un peu plus d'une 30aine. Ce dont je peux témoigner effectivement, c'est que l'année dernière, il y avait déjà une attitude des autres membres du jury qui étaient déjà là depuis un moment, qui acceptaient le fait qu'on ne puisse ne rien primer et que ce soit un message politique à part entière si tel était le cas. Et c'était évoqué comme une possibilité qui serait dommage, qu'on regretterait, mais qui serait envisageable en fait.
Et d'ailleurs, les jeux qui ont été primés, comme je disais, il y a eu un assentiment collectif, mais il y a eu du débat. Il y a eu du débat, on n'était pas sûr au début de nos délibérations. Et pour préciser, si on va sur le communiqué de presse qui explique, d'abord vous faites la pédagogie d'expliquer pourquoi vous avez primé, et puis il peut y avoir des réserves. Il peut y avoir des réserves. Et c'était le cas d'ailleurs l'année dernière. C'était le cas l'année dernière, effectivement. Et cette année, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que on avait déjà un nombre de jeux étudiés qui était plus conséquent. Jeux ou démarches ou propositions. Jeux ou démarches, oui. Désolé pour... Non, mais c'est pour, redire. D'un point de vue de terminologie, c'est important, effectivement. Mais c'est le raccourci facile. Le nombre d'objets étudiés était plus important et le nombre de candidats sérieux sur lesquels on s'est vraiment posé la question était plus important aussi. Et nos lauréats ont fait beaucoup moins de dissensus en début de processus que l'année dernière. Toi, Xavier, sur ces évolutions des jeux, je pense qu'on peut... Toi qui est là depuis le début, donc qui a vraiment la vision complète des différentes sessions de délibération, quoi. Je pense que la diversité des profils, d'une part, mais aussi le fait que ça fait déjà 4 ans, fait que les plus anciens d'entre nous débusquent plus facilement des choses ou ont un radar un peu plus large. On a ouvert aussi, je pense, quand je dis on, je pense notamment à Cathy ou moi, par exemple, qui sommes peut-être plus présents sur les festivals ou sur les déplacements nationaux ou au-delà. Et puis par votre métier aussi. Bien sûr, mais aussi les nouveaux acteurs et les nouveaux entrants dans le jury. Cette année, toi-même, Paul Gara ou Julien avaient osé émettre des propositions. Donc ça permet aussi cette vigilance accrue. Je pense qu'il y a ça d'une part, et d'autre part, effectivement, des auteurs ou des éditeurs de jeux qui osent, qui se permettent davantage et qui prennent conscience de leurs responsabilités et de la possibilité des jeux de transmettre des messages. Je peux rajouter aussi qu'on a été sollicité. C'est-à-dire qu'il y a ce qui arrivait moins avant. Il y a des jeux qui nous ont été soumis à l'étude. Et ça, c'est avec plaisir. C'est pas forcément obligatoire pour qu'on étudie quelque chose, évidemment. Mais quand on nous propose d'étudier un jeu, c'est avec grand plaisir qu'on peut justement le tester, en discuter, décortiquer son propos et la façon dont il est apporté. Et confronter les ressentis, parce que c'est aussi beaucoup de ça, la délibération, c'est confronter nos premiers ressentis et après d'être dans l'échange finalement. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en fait. C'est un exercice complexe parce qu'il y a une part de ressenti, il y a une part d'analyse, il y a une part de décentrement aussi, de prise de recul par rapport à soi, parce que évidemment, on ne peut pas échapper à nos propres biais sociaux. Quand on n'est pas la cible, il y a un effort à faire pour dire ce jeu ne me plaît pas. Moi, je ne l'aime pas, je n'y jouerai pas, mais je pense qu'on doit quand même le primer parce que il est d'une pertinence folle sur son objet même. Et on étudie, alors là, en l'occurrence, on parle de jeu, mais au-delà de ça, on étudie aussi l'environnement, le contexte. Qu'est-ce qui se passe autour Qui sont les auteurs ou qui sont les éditeurs Quels étaient les différents leviers, les modifications ou actions qui ont pu être conduites sur les jeux et les objets à l'étude. Je vous propose qu'on parle plus en détail du palmarès 2025. Tout à fait. On va les faire dans l'ordre où ils ont été peut-être validés, dans le sens où il y a eu le plus grand consensus, le plus évident. Où on va commencer par parler de Avery Alder. Donc Avery Alder, c'est une autrice de jeux de rôle qui est canadienne, qui est connue beaucoup peut-être dans le grand public pour Monster Hearts, qui vient de sortir en 2024. La V2 traduite en français par Lapin Marteau est sortie. Et dont j'ai contribué à la traduction. Oui, donc on va le dire, c'est toi qui as fait la traduction française. Elle est aussi très connue pour The Quiet Year, une année de répit, pour Dream Askew, qui sont des jeux. Elle a inventé le système du belonging outside belonging, c'est-à-dire un système de jeu où on n'a pas de meneuse de jeu, où les résolutions se font par les échanges de jetons. Et on invite vraiment tout le monde, je mettrai les liens dans le billet, à aller voir ces conférences qui sont filmées, où elle parle de son travail et où elle explique sa démarche, qui est éminemment politique, puisqu'elle s'intéresse beaucoup aux identités, à l'identité queer, c'est revendiqué, elle est même militante, clairement elle le dit. Elle interroge la question de l'appartenance de la communauté, mais aussi la relation au corps. Elle inclut la sexualité dans le jeu, ce qui est
moi je trouve très rare dans le jeu de société. Alors dans le jeu de rôle moins, mais dans le jeu de société qui est quand même très rare. Dans le jeu de rôle, c'est quand même rare. C'est moins rare que dans le jeu de société, mais c'est rare aussi. Et en tout cas que ce soit traité, non pas sous un angle qu'on en rigolait quand on en parlait, mais c'est pas juste je fais des mariages pour avoir des ressources. Hein, c'est autre chose, un autre traitement. C'est une femme passionnante. Moi j'en ai déjà parlé dans le podcast, donc si les auditeurs auditrices écoutent, ils savent que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. On va en parler un peu. Enfin, j'ai un peu essayé de résumer qui elle était. Célène, tu veux en parler ? Oui, alors c'est son propos, il est multifacette. Hein. Ce qui est intéressant à dire, c'est par exemple que Monster Heart avait une première traduction en français, plutôt avait sa première version qui avait été traduite en français, et que sa première version avait été signée sous un autre nom. Et effectivement, Avril Alder a fait sa transition ensuite, a milité dans les milieux queer, dans les milieux LGBT, et est revenu en disant « Ok, j'avais fait les choses d'une manière que je ne peux plus assumer aujourd'hui, qui ne me convient plus, et je vais réécrire tout ça parce que j'ai tellement appris de ce militantisme-là que je veux aussi retransmettre par mes mécaniques de jeu, par mon expression de la conception du jeu de rôle. » Et ça l'a beaucoup nourri, et ça, on le voit après dans ses travaux successifs. Ce que j'évoquais tout à l'heure, l'exemple avec Donjons et Dragons, c'est le sien. Et elle, ce qui l'intéresse aussi, c'est de pouvoir aborder ces histoires de dynamique de pouvoir autrement, de façon contextuelle. Dans Monster Heart, par exemple, c'est une question d'ascendant qu'on va avoir sur les autres personnages. On n'est pas sur un groupe à la Buffy, ou alors de façon... On peut l'être dans certaines mises en place du jeu, mais la plupart du temps, on n'est pas dans un groupe à la Buffy qui va combattre une adversité et qui va devenir de plus en plus puissante. On va, à l'inverse, avoir des relations interpersonnelles chaotiques entre adolescents qui se posent des questions, qui sont parfois très violents entre eux et avec eux-mêmes, et avec une intensité sociale dramatique, voire mélodramatique, qui va être très forte. Oui, c'est revendiquer un peu de drama. Enfin, on est là pour faire du drama. Oui, c'est du teen movie, drama, inspiration en tous les teen movies queer Netflix, mais aussi, qui sont venus après en fait, mais on ressent bien cette ambiance. Inspiration Twilight, inspiration Buffy aussi d'un certain côté. Mais pour parler d'autres de ces jeux, effectivement, dans le Belonging, Outside Belonging, cette mécanique de dépenses, d'échange de jetons incite à la coopération, et plus que ça, induit la coopération vraiment dans son mécanisme même. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique qui sous-tend vraiment son propos politique. Oui. Je vais ajouter un point sur la notion de responsabilité. C'est un point qui est important et qui est soulevé dans nombreux de ces jeux et dans ces propos en ligne disponibles. La responsabilité du joueur et des joueuses envers elles-mêmes, envers les autres et envers leurs personnages. Et cette forme de responsabilité-là est un peu différente, atypique, et on a souhaité aussi la mettre en valeur. Ouais, c'est vraiment un propos qui, moi personnellement, en plus, que j'ai trouvé très fort dans mon propre parcours militant. Et pour le détailler un tout petit peu très très rapidement, vis-à-vis de soi, c'est les mécanismes de sécurité, de mise en sécurité, autour de la table de sécurité émotionnelle aussi, mais vis-à-vis des personnages, je trouve important de dire que c'est pas par rapport aux personnages en eux-mêmes qui ont une existence fictionnelle, finalement on s'en fout, si on prend un peu de recul, on s'en fout, mais c'est les personnes qui y sont représentées qui sont réelles en fait, c'est-à-dire que nous on va se nourrir d'influence, on va se nourrir d'influence culturelle, de représentation, parfois via les médias, la presse, et en fait quand on va interpréter des personnages ou confronter des PNJ en jeu de rôle, ça marche aussi dans le monde du jeu de plateau d'ailleurs, on va aller charrier aussi un bagage de représentation qui va être utilisé par d'autres ensuite, ou par nous-mêmes. On va confirmer des biais, et à force d'itérations successives, on va aller complètement déguiser la réalité et potentiellement faire du mal à des gens. Donc voilà, il faut... c'est ça aussi, cette notion de responsabilité. On passe au deuxième jeu primé. Xavier, tu veux nous en parler ? C'est Link City ? Link City d'Emilien Alquier, qui est sorti cette année chez Banjo. On est sur un jeu d'ambiance. Et ça va être, je crois, le premier jeu d'ambiance que les prix Les Imagis récompensent. Je pense qu'on peut dire que quand on annonce ce jeu-là, peut-être des gens s'interrogent en disant mais oui, c'est étonnant parce qu'un jeu d'ambiance, c'est plutôt un party game, clairement. Tout à fait, un party game, un jeu d'association d'idées qui revisite le genre. Et qui n'a pas de livret éducatif ou pédagogique intégré dedans. Et qui a très peu de mots au final, de propos militants, engagés, dans lequel il revendique ouvertement des prises de position politiques. Néanmoins,
en jeu par les échanges réguliers qui vont se faire au fil de la partie. Il est indéniable de remarquer que des positions politiques vont se mettre en place pour reproduire le réel, pour l'interroger, le questionner, le modifier. En juxtaposant des bâtiments les uns à côté des autres, on va dessiner une ville, une organisation urbaine, des personnes. On va interroger qui fréquente les bâtiments, qui y travaille, qui y vit, pourquoi ils y viennent, comment ils y viennent. Et toute cette dimension-là d'organisation de la cité est incroyablement politique. Et je pense que ça nourrit aussi, parce que je me faisais la réflexion par rapport à ce qu'on disait sur le lauréat précédent, qu'on pouvait penser que c'était un propos moralisateur ou voire censeur. Non, c'est pas du tout le cas. C'est une posture de responsabilité. Et là aussi, quelque part, elle peut être présente dans le sens où le débat qu'il y a autour de la table, potentiellement, il peut aussi dire des choses qui ne sont pas forcément désirées par l'auteur du jeu au départ, voire qui cassent un petit peu le consensus autour de la table. On peut être choqué par des amalgames, par des mises en relation entre telle communauté et tel autre bâtiment. Mais justement, ça crée la discussion autour de la table et ça va créer le débat. Et c'est ça aussi qui est important pour nous. Et ça interroge du coup nos stéréotypes, en fait. Tous nos stéréotypes de conception d'une ville, en fait. Pour Avery Alder, on a pu interroger et analyser ses prises de parole publiques. Pour Émilien Alquier, c'était plus compliqué. Il n'a pas de carnet d'auteur, et il est jeune auteur. Et en tant que jury, on l'a contacté cet hiver, quand son jeu est apparu dans les listes à l'étude. Et on a cherché à interroger aussi son engagement. Dans quelle mesure il avait fait Link City par inadvertance ou par choix. Et c'était important également de le souligner que ce qu'on voit et ce qu'on analyse dans Link City en tant que jury Lizzie-Magie, c'était son intention. C'était son intention. C'est une forme d'engagement de sa part, de ne pas faire un jeu militant, cependant, de faire un jeu qui interroge notre cité, notre société. Parce que c'est vrai que le jeu ne te dit pas de faire une cité idéale ou de faire une cité réaliste, en fait. Et c'est ça crée de la richesse dans l'échange. Ça crée, parce que quelque part, si on dit faites votre cité idéale, et que tout le monde autour de la table se connaît suffisamment bien, il n'y a plus de débat et le jeu se résout presque de lui-même. Mais dans une cité idéale, je ne suis pas sûr qu'on aurait mis une prison, les alcooliques anonymes, les centres sociaux. Oui, non, mais voilà, je suis d'accord aussi avec toi, mais enfin, on pourrait se dire comment faire mieux, en tout cas, que ce qu'on connaît et avoir cette tendance où de se dire, bah non, on fait quelque chose qui ressemble à ce qui existe déjà, quoi. Et là, le choix de l'auteur et de l'éditeur est de nous confronter aussi à ces bâtiments-là dans leur diversité. On va devoir les placer dans notre ville, dans une ville idéale dans laquelle on aurait tout fantasmé et tout idéalisé. Je ne suis pas sûr qu'on les aurait choisis. Oui. On passe au troisième jeu. Oui. Donc le troisième jeu, alors on peut dire que c'était un peu celui qu'on avait dans le radar depuis le début, parce que c'est un jeu qui, pour le coup, là c'est très affiché, puis ça a été aussi un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, puisque c'est Daybreak, donc qui a gagné le Kennerspiel en plus, un jeu de Matt Leacock et Matteo Menapace, qui est donc un jeu d'un éditeur américain. C'est la version allemande qui a gagné bien sûr le Kennerspiel, et en France qui est localisé par Asmodée. Et paradoxalement, c'est peut-être celui des trois qui a fait le plus de débats parmi nous. Oui. C'est peut-être le premier qu'on ait repéré, mais il n'était pas si évident à la fin, même si à la fin on était bien entendu tous d'accord. Ça fait 2 ans qu'il est sur la liste à l'étude. Oui, parce que c'était un financement participatif, donc ça fait longtemps qu'on sait que ce jeu-là va arriver, quoi. Et c'était un jeu, effectivement, qui a... Le travail de Matt Leacock est ancien et il l'a évoqué à de nombreuses reprises dans ses prises de parole publiques. Donc ça fait longtemps qu'on sait qu'il arrive. Et si j'évoquais le fait que c'était pas forcément si évident, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a un peu gênés. On s'est rendu compte que dans l'édition française, une partie du propos, une partie de la méthode du jeu avait été amputée, en fait. C'est-à-dire que dans la version originale, il y a des QR codes sur les cartes qui permettent... Alors, ça permet, même en dehors du jeu, effectivement, d'aller voir tous les sujets documentés. Oui, parce que c'est un jeu qui est extrêmement documenté scientifiquement, en fait. Que le jeu a été conçu avec des comment dire, en lien avec des scientifiques, avec s'appuyant sur des rapports. Parce que le réchauffement climatique, il y a plein de façons de lutter contre. Et le jeu ne dit pas d'ailleurs quelle est la bonne façon. Quelle est la bonne façon, et on peut parler aussi bien de captation, on peut parler de décroissance, on peut parler de décarbonation, on peut parler de plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi, ce qui est riche. Et sur les cartes, il y avait donc dans la version originale des QR codes pour voir vraiment toute la documentation, alors une vulgarisation effectivement, mais scientifique par rapport à tout ça. Et ça fait partie intégrante du jeu et de l'intention des auteurs. Oui, et ce qu'on a d'ailleurs discuté aussi lors de nos délibérations, c'est que
même en jeu, finalement, ça pouvait, la curiosité des joueurs et joueuses aidant, faire des pauses bienvenues dans le processus de jeu qui pouvait permettre aux joueurs et joueuses de discuter, de coopérer et de faire coopérer les grandes nations, ou en tout cas les grands ensembles géographiques qu'ils et elles représentent. Et donc, quelque part, en termes de mécanique de jeu, ça pouvait aussi prendre sa place. Et malheureusement, dans la version française, ces QR codes sont tout simplement absents et les sites associés aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas mention dans les règles de jeu, on a vérifié, Non. de l'existence du site. En fait, si quelqu'un ne connaît pas le jeu dans sa version française, il ne sait même pas que ça existe, que c'était une possibilité en version originale. Et ça, c'est quelque chose clairement que nous déplorons énormément parce que c'est... Et on tient à le souligner. Et on espère, en fait, pour ouvrir la porte de façon positive, on espère que dans les rééditions à venir, l'éditeur fera un autre jeu. Après, sur le jeu en lui-même, c'est un très bon jeu d'un point de vue ludique. Enfin, faut le dire parce que c'est aussi clairement. Enfin, là, on voit. On le prime pas à demi-mot du bout des lèvres. C'est vrai qu'il faut lire. On voit aussi l'expérience de Matt Leacock. Enfin, clairement, moi, je connais moins le travail de Mathieu Melapeche en tant que game designer, mais Matt Leacock, il sort pas de nulle part. Et c'est vrai qu'on voit toute la connaissance aussi du jeu coop. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs phases dans le jeu, comme beaucoup de jeux coop, c'est assez scripté. Et il y a la phase, on l'a dit, il y a une phase où on est plus dans le butage, qui est plus mécanique, à laquelle on est plus habitué, et peut-être un peu moins, où on ressent un peu moins le thème. Et après, il y a cette grosse phase on n'est pas toujours d'accord, mais cette grosse phase où on va gérer les émissions. Et là, qui est incroyablement beaucoup plus forte. On a interrogé la forme de coopération qui émane du jeu. Et effectivement, cette phase de bubitage, comme tu peux dire, ce tunnel parfois un peu solo, fait qu'on coopère parfois peu à certaines phases. Néanmoins, il ne faut pas oublier la première phase, la phase de projet global, qui est une phase de coopération, ou en tout cas de beaux discours, dans lequel on va pouvoir se mettre d'accord sur une intention globale, à laquelle, si personne ne participe, sera sans effet. Et cette forme-là, à mon sens, retranscrit pour autant tellement fidèlement la réalité, à savoir des grands ensembles qui, une fois par an, se réunissent quelque part, peut-être dans le désert ou chez un pays gazier, pour mettre en place des grands discours et finalement peu de financement, et qui, une fois revenus dans leur territoire et leur pays respectifs, finalement ne coopèrent plus, finalement mettent en place des procédés, des projets locaux sans concertation avec les autres pour faire le moins mal possible. C'est une grande qualité pour moi, cette façon d'inciter à la coopération à un certain moment et d'inciter le joueur ou la joueuse à partir dans un tunnel mécanique à d'autres moments où la coopération est ressentie comme optionnelle parce qu'effectivement on représente bien ces mécanismes réels de non-coopération internationale. Et ça aurait été pour moi en fait une forme de contre-argument que le jeu nous emmène à une coopération internationale sans limite, à une façon à la manière d'un Pandémie, qui est un très bon jeu par ailleurs avec plein de qualités, mais à survoler entièrement la carte du monde en prenant des décisions globales qui finalement n'ont plus aucune attache locale et plus aucun biais dans la façon dont on essaye de gérer en bon gestionnaire justement un territoire bien délimité qui nous concerne et sur lequel on a une responsabilité. Là, j'ai trouvé que cette façon de localiser directement géographiquement les joueurs et joueuses et de leur faire preuve d'égoïsme en fait était plutôt réussie parce qu'elle permettait aussi de faire ressentir les limites de la coopération internationale et le pourquoi ça marche pas en ce moment. Il y avait autre chose aussi, on l'a évoqué très vite, c'est cette mécanique d'émission et de captation du carbone via les océans et les forêts qui est extrêmement palpable, intense et vraiment représentée physiquement par le trajet de ces jetons, qui pourrait être fait qui pourrait être pensé comme fastidieux en fait. Comme trajet. De la manipulation un peu lourde. Mais en fait, ça a tellement de sens au moment où on le fait que pour moi, le côté fastidieux passe totalement à la trappe et que on est à cet endroit-là, complètement replacé devant le propos du jeu. Et moi, j'ai ressenti que je ne pouvais pas m'abstraire, je ne pouvais pas considérer que c'était des petits jetons marron-noir, je devais considérer que c'était du carbone qui allait affecter la température globale de la planète. Dernier point, une fois qu'on a émis ces tonnes de carbone et qu'on a fait augmenter la température globale, les points de bascule.
Il y a 6 échelles qui sont présentes sur la carte au centre de la table. 6 échelles qui montrent les grandes transformations du monde, les grands bouleversements qui sont opérés par ce réchauffement climatique. On peut citer la fonte des glaces, la désertification, l'acidification des océans, qui sont des grands leviers de transformation du monde, destruction du vivant et des milieux naturels, qui sont parfaitement retranscrits avec des points de bascule, des menaces qu'on voit arriver, qu'on peut déplorer et qui vont totalement anéantir ou en grande partie tous les efforts qu'on a pu faire pour replanter de pauvres arbres et améliorer les mangroves et qui au final vont se retrouver vains par cette grande transformation mondiale. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que à l'image des autres lauréats, c'est pas un jeu pessimiste qui nous dit que tout est foutu, parce que il y a aussi ce genre de discours qui est présent dans notre société. Je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a des leviers d'action, qu'il y a des choses à faire, et c'est un jeu qui explore, qui nous permet d'explorer ces leviers d'action, alors qu'ils vont pas être des leviers individuels, qui vont être des leviers politiques justement. Mais je pense que c'est bien de ne pas céder à une forme de morosité et de fatalisme et de pouvoir aller de l'avant en ayant des propos justement qui vont construire des solutions. Et je pense que les 3 lauréats, pour faire un peu une synthèse, proposent leur forme de solution par rapport à la société actuelle, pas de façon moralisante, de façon responsabilisante, mais c'est quelque chose de très différent, et en permettant aux joueurs et aux joueuses de vraiment ressentir, analyser, palper, parfois oui, leur propre façon de concevoir ces solutions. Et moi, je pense que c'est très important d'impliquer à ce niveau-là, à ce point-là, les joueurs et les joueuses, et de ne pas se contenter d'asséner des vérités en culpabilisant justement les personnes si jamais elles n'étaient pas d'accord ou en tout cas d'emblée, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ? Oui, un grand merci. Un grand merci d'abord aux membres et aux organisateurs du festival Rennes en Jeu qui nous font confiance dans notre travail tout au long de l'année, qui nous offrent une grande liberté de choix, de décision, et c'est vraiment un grand merci à elles et eux. Un merci aussi aux 3 nouveaux jurés, dont toi, de nous avoir rejoints. La qualité de nos débats, la richesse de nos échanges en ont témoigné. Merci. Et enfin, peut-être un merci aussi, on enregistre en amont du festival. Mais je sais déjà un grand merci à l'ensemble des bénévoles du festival qui vont faire jouer aussi les jeux. Faire jouer les jeux et qui vont transmettre, faire ce qu'on a pu faire au cours du jury et de nos décisions. Merci beaucoup. On remercie également tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien et pour ce week-end de délibération, cette expérience. Enfin, là, c'est à titre personnel, ça a été une expérience super enrichissante. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Et puis, on se retrouvera bientôt pour la prochaine édition. Salut! Cette interview, enregistrée le 13 janvier 2025 en présentiel, est produite par Polgara et Hammer. Merci d'avoir écouté Le Point de Polgara. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Polgara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci de compter parmi nos auditrices et auditeurs et à très bientôt pour une prochaine émission.